Si on observe un peu les discours récents des géants de la technologie ou même les grosses annonces de l'industrie, j'ai l'impression que le succès de l'intelligence artificielle s'est toujours présenté de la même manière. Ouais, c'est très lisse, très marketing. Voilà, exactement. On nous met en avant des algorithmes quasi magiques, des réseaux de neurones un peu insaisissables ou des puces électroniques surpuissantes. L'image projetée, c'est toujours un truc futuriste autonome. Comme si l'IA vivait sa propre vie, quoi. C'est ça. Mais la réalité en coulisses, elle est beaucoup moins glamour. En fait, une immense partie du succès de toute initiative technologique moderne se joue dans l'ombre. Ah oui, complètement dans l'ombre. C'est une machinerie hyper complexe et ça se passe bien avant que le moindre calcul prédictif ne soit effectué. C'est vraiment le grand paradoxe de l'innovation actuelle. L'attention, elle se porte systématiquement sur la pointe de l'iceberg. L'interface utilisateur, quoi. Ouais, l'interface qui génère un texte ou qui anticipe un comportement. Mais ce qui maintient cette structure à flot, ce qui la fait vraiment tourner, ce sont des fondations techniques d'une complexité ahurissante. Et qui sont complètement ignorés du grand public, non? Ah bah du grand public, oui, mais même, jusqu'à très récemment, de certains comités de direction, c'est pour dire. Et c'est précisément ce qui motive notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger au cœur des données pour suivre l'évolution fulgurante d'un métier spécifique. Un métier qui a bien changé. Oh que oui, un métier qui a littéralement cassé les murs de l'arrière-boutique informatique pour venir s'installer à la table des décisions stratégiques. Tu parles du data engineer, l'ingénieur de données. Exactement. En analysant les récents mouvements des entreprises et les constats de l'industrie, il y a une tendance lourde qui émerge. Et pour ceux qui nous écoutent, le but aujourd'hui, c'est de décortiquer comment et pourquoi ce rôle est passé du statut de simple gardien des bases de données à celui de clé de voûte absolue de la survie des entreprises. C'est un sacré programme. Mais pour bien mesurer ce basculement, je crois qu'il faut d'abord acter un changement fondamental dans ce qui circule au sein des entreprises. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, l'information n'est plus un simple sous-produit qu'on archive après une vente ou une action. Elle est devenue le flux sanguin même de l'organisation. Le flux sanguin, c'est une super image. Et donc ce changement de nature exige une refonte totale de la manière dont cette matière est manipulée. C'est un point de départ parfait. Et je pense qu'il faut qu'on déconstruise cette idée ensemble. Parce que pour saisir la valeur actuelle des ingénieurs de données, il faut vraiment comprendre ce qu'ils ont cessé d'être. Ce qu'ils ne font plus, oui. Les analyses de l'industrie qu'on a consultées sont unanimes. Le rôle de l'ingénieur de données ne se limite plus, en aucune façon, à la simple gestion des données. Le terme gestion, il est même carrément devenu trompeur. Pourquoi tu dis ça? Historiquement, la gestion des données, ça s'apparentait presque à un travail d'archivage hautement sécurisé. Tu vois, les systèmes ingéraient des données structurées. Genre des tableaux financiers bien nets. Exactement. Des tableaux, des adresses de clients, des historiques d'achat. L'ingénieur de l'époque, il concevait des espèces de coffres-forts relationnels. Donc son but, c'était juste de s'assurer que ça ne bouge pas. C'est ça. L'objectif principal, c'était de garantir que si le service comptabilité avait besoin de retrouver une transaction d'il y a 3 mois, la donnée soit là, intacte et consultable. C'était très statique. Si on décortique ça, c'est comme si on passait du bibliothécaire, qui range les livres bien sagement, à l'architecte qui conçoit la façon dont on absorbe la connaissance. C'est une très bonne métaphore. Mais du coup, on parle d'un écosystème ancien où tout rentrait parfaitement dans des cases prédéfinies. Aujourd'hui, j'imagine que l'environnement de travail d'un data engineer ressemble moins à un tableur Excel géant et beaucoup plus à un chaos absolu de formats incompatibles. Oh, le mot chaos est faible. L'explosion du numérique a complètement pulvérisé ces fameuses cases prédéfinies dont tu parles. À quel point? À un point où aujourd'hui une entreprise, elle ne génère pas que des reçus de caisse. Elle ingère des flux vidéo de caméras de sécurité, des signaux GPS de camions de livraison qui sont mis à jour chaque seconde. Ah ouais, des trucs en temps réel. Tout à fait. Des clics asynchrones sur une appli mobile, des avis laissés en texte libre sur des forums, et même des variations thermiques captées par des capteurs industriels. Et tout ça arrive en même temps? En même temps, dans des formats totalement disparates et 24 heures sur 24. D'accord, c'est là que l'ancienne conception du métier s'effondre. Pour illustrer cette transition, je me dis qu'on devrait oublier l'analogie classique du pétrole brut. Gérer la donnée aujourd'hui, c'est plutôt comparable à, concevoir et maintenir l'intégralité du système de traitement des eaux d'une mégalopole en pleine explosion démographique. Et dans un réservoir, il doit capter l'eau de sources boueuses, d'égouts, de rivières, et concevoir des usines de filtration ultra complexes pour éliminer les toxines. C'est un travail titanesque. Et après, il faut construire tout un réseau de tuyaux pressurisés pour que l'eau arrive cristalline au robinet de chaque habitant de façon quasi instantanée. Ta métaphore de la filtration et de la tuyauterie,
Elle est extrêmement juste, surtout parce qu'elle introduit cette notion vitale de mécanisme. Les fameux pipelines, c'est ça? Exactement. Techniquement, c'est ce qu'on appelle la création de pipelines d'ingestion et de transformation. C'est les processus ETL, pour Extract, Transform, Load. Extraire, transformer, charger. Voilà. Et la phase de transformation, c'est d'une violence algorithmique inouïe. C'est-à-dire, c'est si compliqué que ça de nettoyer de la donnée? Ah bah il faut nettoyer les anomalies, uniformiser des fuseaux horaires qui viennent du monde entier, croiser un texte libre avec une coordonnée géographique. Tout un tas d'opérations croisées, en fait. Et surtout, il faut faire en sorte que ce processus qui prendrait littéralement des années à un être humain, il s'exécute en quelques millisecondes, de manière totalement automatisée et sans la moindre erreur. D'accord. Donc on comprend bien que la complexité technique a explosé, c'est indéniable. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si l'ingénieur de données construit cette station d'épuration monumentale, la question qui se pose, c'est pour alimenter quoi exactement? Eh bien, c'est là qu'on bascule dans l'ère moderne. Parce que si cet effort incroyable est déployé, c'est sûrement pas pour générer de jolis graphiques trimestriels pour le codir. C'est pour alimenter le nouveau moteur opérationnel des entreprises, l'intelligence artificielle. Et là, les sources sont catégoriques. L'ingénierie des données est la véritable clé du succès de l'IA. Absolument. L'observation majeure qui ressort des études internationales récentes, c'est que l'IA n'a de sens que lorsqu'elle s'intègre profondément aux opérations de l'entreprise. On sort du labo de recherche, en gros. C'est ça, on a dépassé le stade du gadget. Aujourd'hui, l'IA décide des prix de vente en temps réel. Elle redirige des flux logistiques. Elle qualifie même des risques de crédit. Et c'est exactement là qu'il y a un décalage massif dans la perception du grand public. On parle toujours de l'IA comme d'une magie autonome, genre un cerveau qui comprend le monde dès qu'on le connecte à Internet. Alors que, pas du tout. Bah non, un modèle de machine learning à la base, c'est juste un ensemble d'équations mathématiques. Très complexe, certes, mais ça n'a aucun bon sens. Sans la tuyauterie que l'ingénieur construit, l'IA, elle est complètement aveugle. Elle est aveugle, oui, mais elle peut même devenir activement dangereuse. Dangereuse comment? Tu connais le principe du garbage in, garbage out? Si on rentre des ordures, il en ressort des ordures. C'est exactement ça. Mais avec l'IA moderne, c'est pire. Si une donnée corrompue entre dans le système, le modèle ne va pas gentiment afficher un message d'erreur. Ah non, ça serait trop facile. Il va produire une hallucination. Ou alors, il va prendre une décision catastrophique avec une certitude absolue. Prenons un scénario concret, juste pour rendre ce coup de l'échec un peu plus palpable pour ceux qui nous écoutent. Vas-y. Imaginons une compagnie aérienne. Elle utilise une IA pour ajuster dynamiquement le prix de ses billets. L'algorithme prend en compte la météo, les prix des concurrents sur des milliers de liaisons et l'historique des utilisateurs. Très classique. Que se passe-t-il si l'infrastructure de données vacille à ce moment-là? C'est le cas d'école parfait. Imaginons que le pipeline qui ingère les prix des concurrents subisse une latence inattendue. Ne serait-ce que de 10 minutes. 10 minutes, ça paraît rien. Ou alors pire, une mise à jour d'une API chez un partenaire modifie le format d'une devise. Disons que l'API commence à envoyer des montants sous forme de texte brut au lieu de chiffres. D'accord, le format change sans prévenir. Voilà. Eh bien, l'ingénierie de données doit intercepter, alerter ou corriger ça en temps réel. Parce que si la tuyauterie laisse passer cette donnée toxique jusqu'au modèle d'IA, le modèle va complètement planter. L'algorithme de la compagnie, qui n'a aucun recul humain, pourrait interpréter ce changement comme un signal pour vendre des milliers de billets transatlantiques à $1. Ouf. En quelques secondes, la perte financière, elle se compte en millions. Et le pire, c'est que la faute ne viendrait même pas du modèle d'IA lui-même. L'algorithme de tarification aurait fonctionné exactement comme on lui a demandé, en fonction de ce qu'on lui a donné. Le coupable, ce serait la rupture dans l'infrastructure de données. C'est fou de se dire ça. C'est le concept de dérive des données, ce qu'on appelle le data drift. Le monde réel change constamment. Les formats mutent, les comportements évoluent, les capteurs tombent en panne. Donc le boulot de l'ingénieur, c'est de gérer cette mutabilité. Le travail de l'ingénieur de données, c'est de concevoir une architecture résiliente. Une architecture capable de s'adapter, de nettoyer et de normaliser ces flux instables avant qu'ils n'empoisonnent l'IA. Sans cette barrière de protection, sans cette orchestration temporelle parfaite, toute tentative d'intégrer l'IA aux opérations commerciales est vouée à l'échec. C'est impossible, ouais. Ce qui explique pourquoi le rôle est devenu si critique. Mais attends, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur les implications de ce constat. Je t'en prie.
Parce que si l'intégration de l'IA repose entièrement sur les épaules des ingénieurs de données, ça veut dire que la dynamique hiérarchique classique de l'entreprise est en train de subir un séisme. Les dirigeants affirment désormais sans détour que les ingénieurs de données sont indispensables à la réussite de l'entreprise dans son ensemble. C'est le glissement stratégique le plus marquant de notre décennie, je trouve. On assiste à un déplacement inévitable du centre de gravité du pouvoir. Mais faisons l'avocat du diable un instant. Vas-y. Historiquement, la réussite dans son ensemble, ça reposait sur des piliers clairs. Un produit génial conçu par la R&D, une stratégie financière solide portée par le directeur financier et une bonne force de vente. C'est le modèle classique. Voilà. Et j'ai du mal à concevoir qu'un rôle d'infrastructure technique porte soudainement la responsabilité de la survie de la boîte. Je veux dire, si une entreprise vend un produit médiocre, la plomberie technologique la plus sophistiquée n'y changera strictement rien, non ? Alors, ton objection est tout à fait fondée, mais seulement si on regarde l'entreprise à travers un prisme traditionnel. Comment ça ? Il faut comprendre que dans l'économie numérique d'aujourd'hui, la frontière entre le produit, les opérations et l'infrastructure technique, elle s'est totalement dissoute. Dissoute. Aujourd'hui, l'optimisation, c'est le produit. C'est-à-dire, comment l'optimisation devient-elle le produit lui-même ? C'est un peu abstrait. Prends une immense plateforme de streaming vidéo, ou un géant de la logistique, ou même une application de livraison de repas. Ok, je vois. Leur produit, au final, ce n'est pas le film, ni le colis, ni le repas. C'est quoi alors ? Leur vrai produit, c'est leur capacité à prédire avec une précision chirurgicale ce que l'utilisateur veut regarder avant même qu'il ne le sache. Ou à optimiser la route d'un livreur en évitant 3 embouteillages qui ne sont même pas répertoriés. Ah, je comprends. Et ça, c'est géré par l'IA. Exactement. Cette capacité de prédiction et d'optimisation dépend entièrement de l'IA, qui dépend elle-même des pipelines de données. Donc, si l'ingénierie des données est défaillante, le taux de recommandation chute, la chaîne logistique s'enraye, les coûts explosent et on perd des parts de marché. Et l'entreprise coule. Le succès commercial est devenu techniquement indissociable de l'infrastructure de données. Donc, en poussant le raisonnement, la technique ne sert plus le business. La technique est le business. Le département informatique, c'est plus juste ce centre de coûts où on dépense de l'argent pour maintenir des serveurs allumés. Ah ben non, c'est devenu le moteur principal de la création de valeur et des marges bénéficiaires. C'est une révolution de la pensée managériale, ça. C'est exactement ce que les comités de direction ont fini par réaliser, souvent à leurs dépens d'ailleurs. Ah oui, suite à des échecs IA ? Oui, après l'échec de coûteux projets d'IA, pendant des années, les entreprises ont acheté des algorithmes hors de prix et engagé des data scientists brillants pour faire des modèles prédictifs. Mais j'imagine que ça n'a pas marché. La plupart de ces projets ne sont jamais sortis de la phase de test. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'ingénierie de données derrière, capable de soutenir ces modèles en production à grande échelle. C'est comme s'ils avaient construit un réacteur nucléaire, mais qu'ils avaient oublié de construire l'usine pour enrichir l'uranium. Voilà, c'est exactement ça. Et cette prise de conscience, elle a propulsé les profils de data engineering au plus haut niveau. Jusqu'aux tables de décision. Aujourd'hui, quand une grosse boîte envisage d'ouvrir un nouveau marché ou de pivoter vers un nouveau modèle économique, la viabilité de la stratégie est conditionnée par l'architecture des données. Dès le début. Dès le début, le lead data engineer n'est plus appelé à la fin pour exécuter un plan. Il est là à la première réunion stratégique pour dire ce qui est possible ou non. C'est un bouleversement vertigineux de la hiérarchie. Ça veut dire que celui qui maîtrise la donnée dicte la stratégie. Tout à fait. Et la complexité de la tâche, elle exige une combinaison de compétences assez unique, non ? Il faut la rigueur de l'ingénierie logicielle pour construire ces systèmes et en même temps une compréhension viscérale des besoins de l'entreprise. L'ingénieur doit savoir exactement pourquoi le marketing a besoin de croiser une métrique de réseau social avec des données de vente physique. C'est ce qui en fait un rôle si difficile à pourvoir, j'imagine. Et si précieux. Ils sont devenus les traducteurs universels de l'entreprise moderne. Ils font le pont entre deux mondes. C'est ça. Ils font communiquer le monde physique, un peu boueux des opérations commerciales, avec l'univers mathématique très strict de l'intelligence artificielle. Et chaque jour, avec la complexité grandissante de l'IA générative, cette responsabilité s'alourdit. C'est certain. Incroyable. Eh bien, si on synthétise un peu le cheminement de notre exploration d'aujourd'hui, l'ampleur du changement est frappante. On est vraiment parti d'un paradigme où l'informaticien gérait des archives sagement rangées. L'époque des coffres-forts. Et on a vu comment l'explosion des formats et l'exigence du temps réel les ont forcés à devenir les architectes de systèmes d'épuration titanesques. Des vraies usines de filtration. Le lien de causalité est évident.
Sans cette infrastructure implacable, l'IA n'est qu'un concept théorique. Elle est incapable d'opérer dans le monde réel sans provoquer de catastrophes. Comme l'exemple de la compagnie aérienne, ouais. Et cette réalité technique a logiquement engendré un remodelage du pouvoir au sein des entreprises. Les dirigeants reconnaissent désormais que la capacité d'une boîte à survivre grâce à l'IA repose presque exclusivement sur ses ingénieurs de données. Ce n'est plus juste une évolution de carrière, c'est la naissance de la colonne vertébrale de l'économie de demain. Ce qui amène à une réflexion finale, une projection que je trouve fascinante à laisser mûrir pour ceux qui suivent ces bouleversements. Pendant des décennies, le chemin royal pour atteindre le sommet de la hiérarchie passait par les mêmes moules. Les écoles de commerce, la direction financière, les ventes. Le parcours classique du PDG. Mais si, comme le prouvent les données aujourd'hui, la réussite globale dépend intimement de l'architecture d'information, verrons-nous bientôt une nouvelle ère se dessiner au sommet des entreprises à l'IA? C'est une excellente question. Une époque où la prochaine génération de PDG émergera directement des départements d'ingénierie des données, tout simplement parce qu'ils seront les seuls à véritablement maîtriser et comprendre l'ADN opérationnel de leur propre société. C'est une question capitale et je pense vraiment fascinante.